Mes parents ont refusé de débourser 10 000 $ pour sauver la vie de ma fille, mais ils ont dépensé 300 000 $ pour le mariage luxueux de mon frère. Pendant ce temps, mes beaux-parents ont vendu leur maison pour sauver leur petite fille. 5 ans plus tard, ma revanche les a laissés sans rien. Si vous avez déjà pensé que la famille est un pilier de soutien, mon histoire pourrait vous faire reconsidérer cette idée. J'ai moi aussi cru en ces liens familiaux, mais lorsque ma fille a eu le plus besoin d'aide, mes parents, ces mêmes personnes qui auraient dû me soutenir, ont choisi les fêtes et le prestige. Maintenant, après avoir tout perdu, ils reviennent en suppliant mon aide. Mais je ne suis plus l'homme faible que j'étais autrefois. Je suis Daniel, j'ai 32 ans et je possède une petite entreprise de design d'intérieur à Austin, au Texas. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas non plus en ruine. Je gagne assez pour subvenir aux besoins de ma femme et de ma fille de 8 ans. Je travaille dur pour mener une vie stable, sans luxe, mais sans souci quotidien pour joindre les deux bouts. Ma famille n'est pas issue d'un milieu aisé, mais mes parents, Martin et Linda, ont toujours voulu le faire croire. Ils dirigent un magasin de meubles bien connu. Ils ne sont pas riches, mais ils ont ce qu'il faut, une grande maison, des voitures luxueuses et des fêtes le week-end avec des amis. Pour eux, le succès ne se mesure pas à la joie, mais à l'image qu'ils renvoient aux autres. Mon frère cadet, Ryan, ne me devance que de 2 ans, et enfant, j'ai rapidement remarqué le favoritisme. Quand j'obtenais un A, mes parents trouvaient cela normal, mais lorsqu'un B+ était attribué à Ryan, ils organisaient une fête pour le célébrer. Quand j'ai quitté l'université, à peine m'ont-ils reconnu, mais quand est venu le tour de Ryan, ils ont organisé une grande fête d'adieu, bien que lui n'aille qu'à une école locale. En grandissant dans cet environnement, j'ai vite compris que je ne pouvais pas dépendre de ma famille. Je me suis plongé dans le travail, je suis devenu indépendant et j'ai tout construit de zéro. Je n'ai jamais rien attendu de mes parents, mais je n'aurais jamais pu imaginer le jour où ils choisiraient une fête plutôt que la vie de leur petite fille. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé dans une petite société de design d'intérieur à Austin, commençant en tant qu'assistant. Le travail n'était pas glamoureux, mais je l'aimais, chaque plan, chaque détail dans un espace me procurait une satisfaction profonde en créant quelque chose de significatif. 2 ans plus tard, riche de cette expérience, j'ai décidé de me lancer et d'ouvrir ma propre entreprise. Ce n'était pas grand, mais cela me permettait d'être indépendant et de suivre ma passion. C'est alors que j'ai rencontré Emma. C'était un après-midi ensoleillé de septembre. Je réorganisais ma petite boutique de meubles lorsqu'elle est entrée à la recherche d'un fauteuil pour lire. Au départ, je pensais qu'elle était juste une cliente comme les autres, mais nous avons fini par discuter pendant 1 heure de livres, de musique, de rêves et de plans inachevés. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Puis est arrivée Lily, une petite fille pleine de vie, avec des yeux brillants comme ceux d'Emma. Nous croyions que rien ne pourrait briser notre bonheur. Lorsque Lily est née, nous n'étions pas riches, mais nous avions juste ce qu'il fallait. Je dirigeais ma petite entreprise et Emma était enseignante en maternelle. La vie était remplie d'activités, mais elle était aussi comblée. Cependant, il y avait un aspect que nous n'avions pas suffisamment anticipé, l'assurance santé. À l'époque, en tant que propriétaire d'une petite entreprise, je n'avais pas d'assurance fournie par un employeur. Les plans privés étaient coûteux et, étant tous en bonne santé, nous avons décidé de le reporter jusqu'à ce que nous soyons plus stables financièrement, une décision que je regretterai toute ma vie. Lily a toujours été pleine d'énergie, mais une nuit d'hiver, il y a 5 ans, alors qu'elle n'avait que 3 ans, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle avait une toux persistante. Au début, Emma et moi pensions que c'était juste un rhume, mais il ne s'est pas amélioré. Après quelques semaines, son état s'est aggravé, elle semblait fatiguée, perdue. Sans hésiter, je l'ai mise dans la voiture et je suis parti directement aux urgences. Le médecin est revenu avec les résultats de la tomodensitométrie, l'expression tendue, Daniel, nous avons découvert une anomalie congénitale dans le poumon de Lily. Cela comprime ses voies respiratoires et elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate avant que sa condition ne s'aggrave. Le sol s'est ouvert sous mes pieds. Une tumeur dans le poumon d'une petite fille de 3 ans. Comment cela pouvait-il arriver à ma fille? Mais le plus grand choc restait à venir. Le médecin m'a conduit au bureau de facturation de l'hôpital, où on m'a remis une facture de 120 000 $. Nous pouvons procéder à l'opération immédiatement, mais l'hôpital a besoin de garanties que vous pouvez couvrir les coûts. Avez-vous une assurance? Je n'en avais pas à ce moment-là. J'ai compris à quel point il était terrible d'avoir retardé cette assurance en pensant que je n'en avais pas besoin,
et maintenant, c'était ma fille qui en payait le prix. J'ai serré la main d'Emma, essayant de ne pas paniquer. Nous trouverons un moyen d'obtenir l'argent, juste sauver ma fille. Mais comment rassembler 120 000 $ en si peu de temps? Et alors, je pensais à mes parents. Une petite partie de moi gardait encore espoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'embrassent et me disent. Nous nous en chargeons, mais j'attendais au moins un peu d'aide. Lily était leur petite fille. Comment pouvaient-ils rester là, les bras croisés, alors que leur petite fille était au bord de la vie et de la mort? Je me suis rendu chez mes parents le cœur lourd. En entrant, j'ai réalisé qu'ils étaient en pleine préparation d'une fête. La maison était remplie d'invités, la musique résonnait, des coupes de vin brillaient dans les mains d'un groupe élégamment vêtu, et l'arôme des parfums coûteux se mêlait à celui de la nourriture gastronomique. C'était une célébration pour le prochain mariage de Ryan. Pendant qu'il faisait la fête, j'étais désespéré, suppliant pour la vie de ma fille. Je me suis approché de mes parents, essayant de rester calme. Maman, papa, j'ai besoin de vous parler, c'est urgent. Ma mère a froncé les sourcils, faisant un geste pour que j'attende avant de reprendre la conversation avec les invités. J'ai dû le répéter, cette fois avec une voix tremblante. Mon père m'a regardé, agacé d'interrompre la fête. Daniel, ça ne peut pas attendre. J'ai serré les dents, luttant contre ma colère. Lily a une tumeur au poumon. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération immédiate, si elle ne l'a pas, elle pourrait ne pas survivre. J'ai marqué une pause, attendant une réaction, une question, où est-elle? Elle est en danger? Que dit le médecin? Mais il n'y a eu rien, pas une seule question sur l'état de Lily, même pas un éclat d'inquiétude sur leur visage. J'ai avalé ma salive et continué. L'hôpital demande un paiement de 120 000 $ avant de procéder. J'ai tout essayé, mais je ne peux pas réunir cette somme rapidement. Pouvez-vous m'aider? Je n'ai pas besoin du montant total, juste assez pour qu'elle puisse être opérée immédiatement. Je les ai regardés, espérant un signe d'espoir. Ma mère, d'un air froid, a déposé sa coupe de vin. Daniel, nous avons déjà prévu le mariage de Ryan. Nous ne pouvons pas l'annuler ni le reporter maintenant. Mes yeux ont cligné, incapables de croire ce que je venais d'entendre. Mon père a croisé les bras, sa voix aussi froide qu'un investisseur calculant ses gains, nous avons déjà dépensé 300 000 $ pour son mariage. Si nous te donnons cet argent maintenant, le mariage ne pourra pas avoir lieu. Je les ai fixés, sentant un engourdissement glaçant s'emparer de moi. Ils avaient dépensé 300 000 $ pour un mariage luxueux pour Ryan, mais ils ne pouvaient pas donner un centime pour sauver Lily. Je me suis retourné vers Ryan, mon frère cadet, que j'avais toujours protégé, aidé, soutenu. Il était là, portant un costume sur mesure et une coupe de champagne, me regardant comme si j'étais une gêne. J'ai laissé de côté ma fierté. Je me suis agenouillé au milieu de cette fête animée. Ryan, je t'en supplie, aide-moi avec une partie. Je te le rembourserai, mais Lily va mourir sans cet argent. Je l'ai regardé dans les yeux, espérant qu'il y ait encore une once d'humanité en lui, mais il a reculé comme si j'étais un mendiant sale et Harry. Tu crois que je vais annuler mon mariage pour ça? J'ai des responsabilités envers ma fiancée et la vie que je construis. Désolé, mais je ne peux pas t'aider. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je m'étais agenouillé devant mon frère, et il se moquait de moi. Autour de moi, les invités murmuraient, certains riaient, d'autres secouaient la tête comme si j'étais un pauvre fou en train de faire le spectacle. Mon père a mis une main sur mon épaule, sa voix glaciale, « Lève-toi, Daniel. Arrête d'humilier la famille devant nos invités. » Je me suis redressé lentement, mais déjà, je n'étais plus leur fils. Je les ai regardés un par un avant de parler avec amertume dans la voix, « Merci, maman. Merci, papa. Merci, Ryan. Aujourd'hui, j'ai enfin compris qui est ma vraie famille et qui sont de simples étrangers. » Puis je me suis retourné et je suis parti sans me retourner. En sortant de la maison, le ciel s'est ouvert et il a commencé à pleuvoir. Les gouttes lourdes s'écrasaient sur mon visage, mais je suis resté figé sur le seuil, incapable de ressentir quoi que ce soit d'autre qu'une douleur écrasante dans la poitrine. J'avais supplié, je m'étais agenouillé, en retour, je n'avais reçu qu'une indifférence cruelle. J'ai couru vers ma voiture, claquant la porte et, pour la première fois, je me suis effondré. Je n'ai plus essayé de me contenir, appuyant ma tête contre le volant, mes sanglots étouffés dans ma gorge.
La tempête extérieure se mêlait à celle qui rugissait en moi. Mais alors, une image est apparue dans mon esprit, Lily. Elle m'attendait, se battant pour chaque souffle dans cette chambre d'hôpital. Je ne pouvais pas me laisser aller. J'ai respiré profondément, essuyé mes larmes et mis le pied sur l'accélérateur, retournant directement à l'hôpital. À mon arrivée, mes beaux-parents étaient déjà là. Ils n'étaient pas riches, juste des travailleurs de la classe moyenne, mais dès que je suis entré, ma belle-mère s'est précipitée vers moi, prenant mes mains avec force, ses yeux remplis de préoccupation. « Daniel, pourquoi es-tu trempé? As-tu parlé à tes parents? Ils vont t'aider ?» Je n'ai pas pu répondre, mais elle n'a eu besoin que de me regarder dans les yeux pour comprendre. Mon beau-père a mis une main sur mon épaule avec calme. « C'est bon, nous allons régler cela nous-mêmes. » Nous nous sommes assis avec Emma, déterminés à agir immédiatement. Le lendemain, j'ai commencé à vendre tout ce que je pouvais. Ma voiture bien-aimée est partie en un instant pour 10 000 $. Tous nos économies, 25 000 $, se sont évaporées. J'ai emprunté à des amis et des collègues. Des gens de mon entreprise, dont beaucoup peinent à joindre les deux bouts, ont proposé leur aide. Un jeune employé, avec qui je travaillais depuis seulement quelques mois, m'a tendu 500 $. Chef, je n'ai pas beaucoup, mais c'est tout ce que je peux donner. Un ancien collègue, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a appelé et m'a envoyé 1 000 $. Je te dois un service. Il est temps de le rembourser. Chaque pièce, chaque billet, chaque petite contribution s'est unie pour sauver Lily, mais ce n'était toujours pas suffisant. J'ai vendu mon ordinateur, ma montre et même nos meubles. Notre appartement se vidait jour après jour et, pourtant, il manquait toujours 40 000 $. Juste au moment où je luttais pour réunir les 40 000 restants, mes beaux-parents ont appelé. « Daniel, combien te faut-il de plus ?» La voix de mon beau-père était ferme, inébranlable. J'ai avalé ma salive, réticent à dire le montant, mais je n'avais pas d'autre choix. Il manque encore 40 000 $. Silence de l'autre côté. Puis ma belle-mère a parlé, sa voix étonnamment calme. « D'accord, viens chercher l'argent demain. » Je suis resté stupéfait. D'où allait-il sortir autant d'argent? Mon beau-père a éclaté d'un doux rire, rempli d'amour mais aussi de détermination. Nous avons vendu notre maison. Tant que Lily se rétablisse, ça en vaut la peine. Je suis resté pétrifié. Ils avaient vendu leur propre maison pour sauver leur petite fille. Mes parents avaient tourné le dos à leur propre chair, mais mes beaux-parents, sans aucun lien de sang avec moi, étaient prêts à tout sacrifier pour Lily. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je ne sais pas quoi dire, ai-je murmuré. Mon beau-père m'a répondu avec un sourire chaleureux, tant que Lily est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Grâce à l'argent de mes beaux-parents, j'ai enfin réuni le montant total, et la chirurgie de Lily a été un succès. Lorsque le médecin est sorti de la salle d'opération et a annoncé que tout s'était bien passé, que sa guérison se ferait progressivement, je me suis effondré sur une chaise, ensevelissant mon visage dans mes mains, ressentant un soulagement que j'avais jamais connu auparavant. Emma a pleuré, ma belle-mère l'a serré fort dans ses bras, et mon beau-père a hoché la tête comme si tout cela faisait partie de son plan depuis le début. Je repensais à tout ce qui était arrivé. La famille ne se définit pas par le sang, la famille, ce sont ceux qui sont à vos côtés dans les moments les plus sombres. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais supplier mes parents biologiques pour quoi que ce soit, car j'avais enfin trouvé ma vraie famille. Après la tempête, le ciel s'est éclairci. Peut-être que même le destin a été touché par l'amour de notre famille et a cessé de nous mettre des obstacles. 2 semaines après l'opération, Lily a été libérée de l'hôpital. Chaque jour, elle devenait plus forte, et chaque petit pas qu'elle faisait était plein de vie. Ce jour-là, alors que je poussais sa chaise roulante hors de l'hôpital, elle m'a regardé avec un sourire radieux et m'a dit « Papa, je veux courir et jouer à nouveau. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes, mais cette fois, elles étaient de joie. Je l'ai serrée fort dans mes bras, sentant son cœur battre, fort et régulier. Je me suis tourné vers Emma et j'ai croisé son regard plein d'amour. Nous avions traversé l'enfer, mais nous étions sur le point de commencer un nouveau chapitre. Cependant, à l'intérieur de moi, un feu brûlait encore. Je n'avais pas oublié le jour de mon humiliation, ni l'indifférence froide de mes parents, ni le sourire méprisant de Ryan. Ils m'avaient sous-estimé, mais maintenant, je leur prouverai exactement de quoi j'étais capable. Après la guérison de Lily, je me suis plongé dans le travail.
Je ne travaillais pas seulement pour vivre, mais pour rendre à ceux qui avaient cru en moi. Je travaillais pour honorer ceux qui m'avaient aidé et pour prouver que je n'avais besoin de la charité de personne. Je créerais mon propre destin. Je me levais tous les jours à 5 heures du matin, travaillant 16 heures par jour. Je m'efforçais d'apprendre plus que jamais sur la gestion, les investissements et l'expansion d'entreprises. Je ne me contentais plus de concevoir des intérieurs, je commençais à accepter des projets plus grands, hôtels, centres commerciaux, bureaux. Je n'ai jamais refusé une opportunité. Les nuits blanches, les délais pressants, les réunions interminables avec des clients, les négociations à haut risque, chaque défi alimentait le feu qui ardait en moi. Puis, tout a commencé à changer. 1 an après que Lily ait été libérée, j'ai décroché le contrat le plus important de ma carrière. Un projet de design d'intérieur de 2 millions de dollars pour une grande société immobilière. 3 ans plus tard, mon entreprise avait quintuplé. Ce qui autrefois était une petite entreprise avec seulement une poignée d'employés était désormais l'une des principales agences de design d'intérieur de la région. Mon nom a commencé à apparaître dans des magazines d'affaires, de zéro à millionnaire, le parcours de Daniel, l'homme qui a reconstruit sa vie après l'adversité. Une histoire de succès écrite avec des larmes. Mes parents, bien sûr, ont lu ces articles et m'ont vu à la télévision parler lors d'une conférence pour entrepreneurs. Mais cette fois, je n'étais plus Daniel, le fils qui avait besoin de leur aide, mais Daniel, l'entrepreneur autodidacte qui avait tout construit à partir des cendres. 1 an plus tard, je me suis assis pour une interview avec Forbes, après que mon entreprise ait été reconnue comme l'une des 50 agences de design d'intérieur à la croissance la plus rapide. La journaliste me regardait avec curiosité et admiration. Daniel, qu'est-ce qui t'a poussé à atteindre le succès que tu as aujourd'hui? J'ai souri, une sourire que seul moi pouvais vraiment comprendre. J'avais autrefois une famille qui aurait dû me soutenir, mais qui m'avait tourné le dos lorsque j'avais le plus besoin d'eux. Je m'étais agenouillé, suppliant de l'aide pour ma fille, mais ils m'avaient dit qu'ils avaient déjà dépensé tout leur argent pour le mariage de mon frère. Ses yeux se sont écarquillés, incrédules. Tu veux dire qu'ils ont choisi d'organiser une fête plutôt que de sauver la vie de leur propre petite fille? J'ai acquiescé. C'est exact. Et je veux les remercier. Leur froideur et leur cruauté m'ont poussé à prouver que je ne dépendais pas d'eux. Grâce à eux, j'ai transformé ma colère en succès. Je ne me suis pas caché, je n'ai pas formulé de vagues discours, je les ai appelés par leur nom, mes parents, Martin et Linda, et mon frère Ryan. Merci de m'avoir appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de ceux qui sont à tes côtés quand tu en as le plus besoin. L'interview a été diffusée, et ensuite, les titres ont explosé, l'entrepreneur millionnaire révèle comment sa famille a abandonné sa fille mourante pour un mariage luxueux. Des grands-parents laissaient souffrir leur petite fille tout en organisant une fête fastueuse. Quand l'argent compte plus que la vie, l'histoire troublante d'une famille sans pitié. Mon histoire est devenue virale, provoquant l'indignation de millions de personnes. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires, je ne peux pas croire qu'il existe des personnes si cruelles. Quel genre de grands-parents traitent leur petite fille comme de la viande? La femme de Ryan doit regretter d'avoir épousé un homme qui préfère laisser mourir sa nièce plutôt que d'annuler une fête. Mais la tempête ne faisait que commencer pour eux. Après l'interview, mes partenaires ont coupé les liens avec mes parents, des clients de longue date ont annulé des contrats, et des connexions professionnelles ont disparu. Les mêmes personnes qui levaient autrefois leur coupe avec eux lors de fêtes luxueuses les évitaient maintenant comme la peste, car personne ne voulait travailler avec des monstres. Mes parents ont été expulsés du monde des affaires dans lequel ils se pavanaient autrefois. Ils avaient tout, argent, statut, connexion, et maintenant, ils n'avaient plus rien, seuls et ruinés. Quant à Ryan, il pensait avoir tout ce qu'il fallait, un mariage extravagant, une belle épouse, une vie confortable. Il me regardait avec pitié, pensant que j'étais un échec pour m'être agenouillé devant lui, mais maintenant, son monde s'effondrait. Lorsque sa femme, Abba, a lu mon interview, elle était horrifiée. Ryan, tout cela est vrai? Il balbutiait, cherchant des excuses, mais la vérité est la vérité. Quelques jours après, Abba a demandé le divorce. Elle ne pouvait pas vivre avec un homme qui laissait sa nièce souffrir pour une fête. Ryan a tout perdu. Un mariage fondé sur la cruauté n'allait jamais durer. Au final, les sans-pitié se sont retrouvés seuls. Il y a des années, je m'étais agenouillé devant eux en implorant de l'aide. Ils avaient ri de moi et m'avaient dit que je ne valais pas plus qu'une fête. Mais maintenant, c'était le monde entier qui leur tournait le dos, et je ne ressentais aucun remords.
Le succès n'a pas été seulement une douce vengeance contre ceux qui m'avaient abandonné, c'était aussi une opportunité de redonner à ceux qui avaient cru en moi et qui étaient restés à mes côtés dans mes moments les plus sombres. Je suis revenu vers mes amis, mes collègues, mes employés, ceux qui avaient donné jusqu'à leur dernier dollar pour sauver Lily. Je voulais les aider, leur rendre 10 fois ce qu'ils m'avaient donné. Je les ai tous convoqués dans mon bureau, leur remettant des enveloppes bien remplies d'argent. À certains, j'ai même proposé de régler leurs dettes ou d'investir dans leurs rêves. Mais ils ont tous refusé, ne faisant que sourire. Leurs yeux brillaient comme au jour où ils ont mis leurs dernières économies dans mes mains. Chef, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu as accompli quelque chose que peu peuvent réaliser, surmonter l'adversité. Nous t'avons aidé parce que nous croyions en toi, pas parce que nous attendions quelque chose en retour. Je n'ai pas pu trouver les mots pour répondre. J'ai simplement serré leurs mains avec force, profondément reconnaissant, car ce sont eux qui m'ont appris ce que signifie vraiment la famille. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Mes beaux-parents avaient vendu leur maison pour sauver Lily, choisissant de vivre en location, et je ne pouvais pas laisser ce sacrifice sans réponse. Après la sortie de Lily de l'hôpital, j'ai passé une année entière à travailler pour leur restituer ce qu'ils avaient perdu, en secret. J'ai retrouvé le nouveau propriétaire de leur maison ancienne, j'ai négocié, fait des offres et, finalement, je l'ai racheté. Je leur ai remis les clés. Ma belle-mère est restée pétrifiée, les yeux pleins de larmes. Daniel, comment? J'ai souri, posant une main sur son épaule. Vous m'avez tout donné lorsque je n'avais rien. C'est le minimum que je puisse faire. Mon beau-père est resté silencieux un moment, puis a posé une main ferme sur mon épaule, les yeux pleins de fierté. Je n'ai jamais douté de toi, fils. Cette nuit-là, nous avons dîné ensemble comme une vraie famille, un sentiment que je n'avais pas eu depuis longtemps. 5 ans après l'hospitalisation de Lily, alors que notre famille se préparait à accueillir un nouveau membre, j'ai décidé qu'il était temps de changer. J'ai acheté une maison plus grande, non seulement pour Emma, Lily et notre prochain enfant, mais aussi pour que mes beaux-parents vivent avec nous. Ils m'avaient donné un foyer lorsque j'avais tout perdu. Maintenant, je voulais qu'ils aient une vie où ils n'auraient plus jamais à se soucier de rien. Lily était excitée à l'idée d'avoir un petit frère, mais quand je lui ai dit que ses grands-parents allaient vivre avec nous, elle a sauté de joie et m'a embrassé fort. Papa, je pourrais voir la grand-mère et le grand-père tous les jours? J'ai souri en lui ébouriffant les cheveux. Oui, ma chérie, ils seront toujours ici avec toi. En voyant le sourire radieux de Lily, j'ai ressenti une chaleur profonde dans mon cœur. Tout était à sa place à nouveau. Je pensais ne jamais revoir mes parents, mais, de manière inattendue, il y a un mois, alors que j'étais dans mon bureau à examiner des contrats pour un nouveau projet, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité un moment, mais j'ai répondu. Daniel, c'est maman. Cette voix, celle que je n'avais pas entendue depuis des années, la voix de la femme qui m'avait vu supplier désespérément et qui m'avait tourné le dos. Et maintenant, cette même voix portait du regret et une supplication. Peux-tu nous aider? Je n'ai rien dit. Elle a respiré tremblotante avant de continuer, sa voix brisée. Nous avons des problèmes, nous avons hypothéqué la maison et la banque est sur le point de l'emballer. Nous avons besoin de 200 000 $ pour la sauver. 200 000 $. Je me suis rappelé ce jour où j'avais seulement besoin de 12 000 $ pour sauver la vie de ma fille et où ils avaient choisi une fête plutôt que leur petite fille. J'ai pensé au moment où je m'étais agenouillé, suppliant de l'aider à leur refus sans hésitation. J'ai revu le regard froid de mon père, le sourire arrogant de Ryan et leur voix disant qu'un mariage importait plus qu'une vie. Et maintenant, quand ils avaient besoin de moi, pensaient-ils que j'allais les aider? J'ai respiré profondément, maintenant mon calme. Maman, te souviens-tu du jour où je suis venu mendier votre aide? Silence. Ce jour-là, je me suis agenouillé devant toi et papa, vous disant que sans l'argent, Lily pourrait mourir. Tu t'en souviens? Sa voix s'est fissurée. Je m'en souviens, mais tu t'es refusé. Tu as dit que le mariage de Ryan était plus important. Tu m'as laissé partir sans réfléchir. Elle a commencé à pleurer. Je sais, j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, Daniel, nous avons vraiment besoin de toi. J'ai laissé échapper un rire sec, sans humour. Laisse-moi te poser cette question, maman, entre une fête et ta maison, laquelle est la plus importante? Elle est restée silencieuse. J'ai continué. Ce jour-là, tu as choisi une fête plutôt que de sauver ta petite fille. Et aujourd'hui,
Après avoir tout perdu, penses-tu que je choisirais de te sauver, toi? Elle a pleuré plus fort. Mais nous sommes de la famille, Daniel. La famille s'entraide. J'ai ri, mais c'était un rire amer et vide. Non, maman, ma vraie famille m'a aidé. Ce sont mes beaux-parents, mes collègues, même des étrangers qui ont eu plus de bonté que ma propre chair. Elle a tenté de nouveau, désespérée. Tu ne peux pas être si impitoyable. Tu ne peux pas nous laisser tout perdre. J'ai parlé fermement. Maman, je vous ai perdu le jour où vous avez abandonné Lily et moi. Puis, sans hésitation, j'ai raccroché. Après avoir couché Lily, je me suis assis dans le salon et j'ai tout raconté à Emma et à mes beaux-parents. Je leur ai parlé de l'appel de ma mère, de leur menace de perdre leur maison, et de la façon dont je m'étais refusé à les aider. Je pensais qu'Emma serait d'accord avec moi, mais au lieu de cela, elle m'a regardé longuement et a pris ma main avec douceur. Daniel, je comprends pourquoi tu ne veux pas les aider, mais peut-être devrais-tu y réfléchir à nouveau. Éberlué, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Emma, ils ont abandonné notre fille quand elle était à l'agonie. Je ne peux pas oublier ça. Elle a hoché la tête, ses yeux toujours si doux. Je sais, et je ne dis pas que tu dois leur pardonner, mais fais cela non pas pour eux, mais pour toi-même, afin qu'un jour, tu ne ressentes ni remords ni poids sur ta conscience. Je me suis retourné vers mes beaux-parents, espérant qu'ils seraient de mon côté, mais mon beau-père a secoué la tête, parlant calmement. Fils, nous ne te demandons pas de les pardonner. Mais parfois, aider quelqu'un ne te rend pas faible, ça prouve que tu es plus fort qu'eux. Ma belle-mère a ajouté doucement, maintenant, tu as tout, une famille aimante, une carrière solide, un avenir brillant, et ils n'ont plus que la désespérance. Si tu les aides, ce sera toi qui vraiment gagneras au final. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, me levant et sortant sur le balcon. Je suis resté silencieux pendant des heures cette nuit-là, regardant le ciel sombre, revivant chaque moment de ce jour. Le jour où je les avais suppliés, le moment où je m'étais agenouillé devant Ryan, la façon dont il s'était retourné sans hésitation. J'avais pensé que je me sentirais satisfait de les rejeter, mais étrangement, je ne ressentais rien. Rien de joie, rien de satisfaction, rien de colère. Seulement un sentiment de faim. Mais une chose était sûre, ce ne serait pas la dernière fois que j'entendrais parler d'eux. Ils avaient tout perdu et je restais leur seul espoir. Je savais qu'ils reviendraient, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2. Peut-être que la prochaine fois ils diront qu'ils ont besoin de plus d'argent pour survivre. Peut-être que Ryan appellera en disant qu'il a de gros problèmes. Peut-être qu'ils utiliseront des larmes, des promesses et tous les tours possibles pour essayer de me tirer à nouveau vers eux. Mais devrais-je les laisser faire? Et maintenant, je veux vous poser la question, à vous, mon public, ai-je bien fait? Devrais-je leur donner une seconde chance ou couper les ponts pour de bon? Est-ce la meilleure option? Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Si ceux qui vous ont abandonné revenaient en suppliant de l'aide, leur donneriez-vous une seconde chance?